Le jour de Thanksgiving était déjà froid, mais rien ne m'avait préparé au frisson glacial que j'ai ressenti quand ma sœur a pointé du doigt le garage et a dit: Elle a l'habitude des restes. Elle ne l'a pas chuchoté. Elle n'a pas hésité. Elle m'a simplement tendu une assiette en carton, m'a tourné le dos et est retournée dans sa salle à manger parfaite, où le reste de la famille était déjà installé, sous des lumières dorées et des lustres étincelants. Je suis restée là une seconde, tenant cette assiette fragile, mes enfants derrière moi, Mika et Hila, 12 et 9 ans. Aucun d'eux n'a prononcé un mot. Ils me regardaient simplement, attendant de voir ce que j'allais faire. Et moi, je ne pouvais pas pleurer. Pas devant eux. Pas après tout ce qu'on avait déjà traversé. Alors j'ai souri. Je les ai conduits par la porte latérale jusque dans le garage. Ça sentait l'essence et la poussière. Une simple table pliante était poussée contre le mur, avec 2 chaises en métal et un carton pour faire office de siège. Pas de décoration. Pas de chaleur. Juste le silence et le bruit des fourchettes raclant sur du plastique. C'est là que nous avons pris notre dîner de Thanksgiving. Mes enfants n'ont pas râlé. Ils se sont assis bien droits, les yeux fixés sur leur assiette. Hila faisait tourner sa part de tarte à la patate douce avec sa fourchette. Mika serrait la mâchoire, comme il le fait quand il essaie de ne pas pleurer. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus blessée. Je les ai regardés et j'ai compris, j'en avais fini de mendier ma place. Et puis, c'est arrivé. Une limousine noire s'est arrêtée devant la maison. Pas une voiture, une limousine. Tout le monde à l'intérieur s'est figé. Je voyais leur silhouette derrière les rideaux, curieuse, perplexe, se pressant vers l'entrée. Mais la voiture n'est pas restée devant la porte principale. Le chauffeur a contourné la maison et s'est arrêté devant l'entrée du garage. Le moteur s'est coupé, et une femme en est sortie, grande, élégante, portant un manteau bleu marine qui avait l'air hors de prix, même de loin. Elle a regardé autour d'elle et a demandé, d'une voix claire: Je cherche la propriétaire de cette maison. Et quand je me suis levée, leurs visages se sont décomposés. Je n'avais pas prévu d'aller chez ma sœur pour Thanksgiving. Je m'étais promis l'année dernière que c'était la dernière fois. Mais les enfants ont commencé à demander: Tata Véronica sera là? Mamie se souviendra de mon prénom cette fois? Et sans vraiment m'en rendre compte, je repassais une robe achetée d'occasion et je préparais du pain de maïs dans notre petite cuisine, faisant semblant que tout cela était parfaitement normal. On vit dans un modeste appartement de 2 chambres à la périphérie de la ville. Ce n'est pas grand, mais c'est propre, chaleureux et rempli d'amour. Je travaille de longues journées comme réceptionniste dans une clinique pédiatrique et je fais des missions d'écriture en freelance à côté. Ça ne laisse ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'argent pour les extras, mais mes enfants ne se plaignent jamais. Ils ne l'ont jamais fait. Mika a 12 ans maintenant, déjà plus grand que moi, tout en force tranquille, avec des yeux profonds et réfléchis. Hila a 9 ans et croit encore que le monde est majoritairement bon, même si je vois cette croyance vaciller un peu plus chaque année. Le matin de Thanksgiving, je me suis plantée devant le miroir, essayant de décider si mes vieilles bottes étaient encore présentables. Je me suis répété que ce n'était pas pour impressionner qui que ce soit, que je le faisais pour mes enfants. Mais au fond, une partie de moi avait encore envie d'être vue. Ma sœur Véronica vit dans une résidence sécurisée où même les poubelles ont l'air riches. Sa maison est immense et froide, du genre qui sent la cire citronnée et les objets qu'on n'a pas le droit de toucher. Elle a bien épousé, comme aime le dire ma mère. Blake est avocat, suffisant, lisse, toujours une oreillette Bluetooth vissée à l'oreille et un commentaire condescendant sur les écoles publiques prêts à sortir. Ils ont 3 enfants, des nounous, un Range Rover, et une femme de ménage qui parle à peine anglais. Véronica et moi, on est plus proches depuis l'adolescence. Elle a toujours été celle avec les notes parfaites, les cheveux parfaits, la vie parfaite. Moi, j'étais l'artistique, celle qui griffonnait dans des carnets et qui avait du potentiel, mais qui n'a jamais vraiment percé. Quand je me suis garée dans son allée, la fête battait déjà son plein. J'entendais les rires venant de l'arrière-cour et le bruit des plats depuis les fenêtres ouvertes. J'ai pris une grande inspiration et je me suis tournée vers les enfants. Vous êtes prêts? Hila a hoché la tête, tenant précieusement la tarte à la patate douce qu'elle avait aidé à préparer. Mika a simplement dit: Allons-y. J'ai frappé une fois et je suis entrée. Personne n'est jamais venu ouvrir la porte, ils ne le font jamais. C'était toujours la même chose, moi, entrant comme une invitée dans ma propre famille. Ma mère, Hélène, n'a même pas levé les yeux de son verre de chardonnay. Elle était perchée au bord du canapé, regardant les enfants de Véronica faire une espèce de spectacle de danse dans le salon.
Salut, maman, ai-je dit en posant la tarte sur le comptoir. Elle a cligné des yeux, m'a esquissé un sourire vague et a reporté son attention sur ses petites filles. Oh, tu as l'air fatiguée, m'a-t-elle lancé sur ce ton qui ressemble à de la sollicitude, mais qui n'est en réalité que du jugement. Véronica est apparue de la cuisine, perchée sur des talons beaucoup trop hauts pour quelqu'un qui prépare de la purée. Oh, tu as apporté quelque chose, a-t-elle dit en regardant la tarte. C'est mignon. Blake est passé, un verre de whisky à la main. Salut, Cal, m'a-t-il lancé, utilisant le surnom que je déteste. Les enfants ont bien grandi. On ne nous a pas proposé de nous asseoir. Pas offert un verre. Pas de « servez-vous », pas de geste d'accueil, pas de chaleur. Mes cousins étaient tous là, bavardant, se servant du vin, échangeant des amuse-bouches d'une main parfaitement manucurée à l'autre. Et puis il y avait moi, debout dans un coin avec mes 2 enfants, souriant à travers l'inconfort comme je l'ai toujours fait. Il a chuchoté. Je peux donner ma tarte à mamie? J'ai hoché la tête. Elle est allée lui tendre, comme si elle lui offrait un trésor. Ma mère l'a prise, l'a regardée une demi-seconde et a simplement dit. Oh, patate douce. Comme c'est, rustique. C'est là que j'ai compris que j'avais fait une erreur en venant. Mais il était trop tard pour partir. Le dîner allait être servi et je me suis dit qu'au moins, nous aurions une place à table. Juste 1 heure, me suis-je dit. Je peux supporter n'importe quoi pendant 1 heure. Et puis Véronica est entrée, tenant une pile d'assiettes en carton. Nos regards se sont croisés, je jure qu'elle a souri. On manque un peu de place, a-t-elle dit bien fort, comme si elle faisait une annonce à toute la pièce. Alors je vous ai installé quelque chose dans le garage. Je n'ai pas compris tout de suite. Le garage, ai-je répété, presque en riant, pensant que c'était une blague bizarre. Elle a hoché la tête, très sérieuse. Oui. De toute façon, vous avez l'habitude des restes, non? Toutes les conversations dans la pièce se sont arrêtées. Plus un bruit. Et là, j'ai su que j'étais exactement là où j'avais toujours été, indésirable, ignoré, repoussé comme un chien errant qui aurait trouvé le moyen de rentrer par la porte de derrière. Mes enfants m'ont regardé, attendant de voir ce que j'allais faire. Alors j'ai souri. J'ai pris les assiettes en carton de ses mains, et je les ai conduits dans le garage. Le garage était froid, pas seulement physiquement, même si c'était aussi le cas, avec un courant d'air glacial qui s'infiltrait par la porte latérale et le sol en béton qui aspirait la chaleur de nos chaussures. Mais c'était surtout un froid émotionnel. Un endroit qui n'était pas fait pour accueillir des gens, encore moins de la famille. Ça sentait l'huile, le carton et le négligé. Une table pliante était installée contre le mur du fond, avec 2 chaises et une caisse en plastique pour faire office de siège. Pas de centre de table. Pas de nappe. Juste un rouleau d'essuie-tout et quelques couverts en plastique fragile. Un ancien rehausseur d'un des enfants de Véronica traînait dans un coin, couvert de poussière, comme une insulte silencieuse. Mika s'assit lentement. Il la regarda autour d'elle, puis leva la main pour attraper la mienne. « C'est ici qu'on mange ?» demanda-t-elle tout bas. Je hochai la tête. Elle ne dit rien de plus, grimpa sur la caisse et posa ses coudes sur la table. Sa petite robe se coinça sous elle de façon maladroite, et je la vis essayer de la lisser, comme si ça avait de l'importance, comme si quelqu'un allait le remarquer. Je sortis la nourriture qu'on nous avait donnée, des tranches de dinde, à peine tièdes, un peu de purée sans sauce, et des haricots verts qui semblaient avoir été réchauffés dans un sachet plastique. Pas de sauce au canneberge. Pas de pain. Pas de deuxième service. Personne n'est venu nous voir. Mika resta longtemps à tenir sa fourchette avant de finalement piquer un morceau de dinde. « Pourquoi ils nous ont mis ici ?» demanda-t-il sans me regarder. Je n'avais pas de réponse. Les yeux d'Ila brillaient, mais elle cligna vite des paupières, essayant d'être courageuse. « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» Je déglutis difficilement. « Non, mon cœur. Tu n'as rien fait de mal. Mais, eux, ils sont tous dedans, et nous, on est ici. On dirait pas une famille. » Je peinais à respirer. Ma poitrine était serrée d'une douleur plus proche de l'épuisement que de la peine, celle qui vient après des années à essayer de prouver sa valeur à des gens qui avaient déjà décidé que je ne comptais pas. Je voulais retourner là-bas, retourner la table, hurler. Leur jeter leur fausse gentillesse à la figure et leur dire exactement ce que je pensais. Mais à la place, j'ai regardé mes enfants et ressenti quelque chose d'encore plus fort, de la honte. Pas parce que j'avais mal agi, mais parce que j'avais laissé les choses aller jusque-là. Parce que je les avais entraînés là-dedans. Parce que, année après année, je m'étais convaincue que cette fois, ce serait différent.
Que peut-être, si je venais, on m'accueillerait. On me respecterait. On me verrait. J'avais construit toute ma vie en essayant de ne jamais être un fardeau, en ne demandant jamais d'aide, en ne prenant jamais trop de place, en remerciant même quand la gentillesse sonnait creux. Je croyais que si je jouais le jeu, si je souriais assez, si je travaillais assez dur, si je me taisais, on finirait par m'accepter. Mais j'étais toujours dans le garage. Et ce n'était pas qu'une question de table. C'était le message qu'on m'envoyait, tu ne fais pas vraiment partie de la famille. Tu es un problème. Un poids. Et voir mes enfants le ressentir aussi, peut-être pour la première fois, en sachant qu'ils s'en souviendront toute leur vie, c'était insupportable. Mika me regarda de nouveau, la mâchoire crispée. On peut juste partir, demanda-t-il. Sa voix n'était pas en colère. Elle n'était même pas triste. Elle était plate. Vide. Et d'une certaine façon, ça faisait encore plus mal. Je posai la main sur son épaule et la serrai doucement. Bientôt. On resta là, en silence, mangeant lentement, tandis que les rires et les tintements de verre nous parvenaient à travers les murs comme un écho cruel. De temps en temps, on entendait quelqu'un ouvrir le frigo de l'autre côté du mur ou le bourdonnement du lave-vaisselle. Mais personne n'est venu. Personne n'a vérifié si on allait bien. J'entendis le rire de Véronica, aigu, perçant, comme si elle jouait sur une scène, et la voix douce de ma mère lui répondre quelque chose à propos du vin qui était vraiment parfait cette année. Pas un mot sur nous. Pas même une fausse remarque. Il a fini par dire. Notre maison me manque, même si elle est petite. Mika ajouta. Elle n'est pas petite. Elle est juste, suffisante. Et là, j'aurais pu pleurer. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai souri, même si j'avais l'impression que mon visage allait se fissurer à force de tout retenir. On rentrera bientôt, leur dis-je. Et quand on sera à la maison, on fera du chocolat chaud, on jouera au Monopoly et on sera reconnaissant pour ce qu'on a, pas pour ce que pensent qu'on devrait vouloir. Ils hochèrent la tête tous les deux. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que j'aurais dû voir depuis des années, ce n'est plus ma famille. Le sang fait de vous des parents. Mais le comportement fait de vous une famille. Et ma vraie famille était là, juste devant moi. Alors que je commençais à ramasser nos assiettes et à préparer notre départ, mon regard se tourna une dernière fois vers la maison. C'est à ce moment que les phares balayèrent l'allée. Une longue voiture noire s'approchait lentement, sans bruit. Une limousine. Ce n'était pas le SUV d'un visiteur ni un client de Blake. C'était une limousine, avec vitres teintées et chauffeur en uniforme. Mika plissa les yeux pour mieux voir à travers la petite fenêtre sale de la porte du garage. « Maman, tu vois ça ?» demanda-t-il. Je hochai la tête. La maison était soudain étrangement silencieuse. À travers la petite vitre carrée de la porte du garage, je distinguais les silhouettes derrière la fenêtre du salon. Des têtes qui se tournaient. Des rideaux qui bougeaient. Je pouvais presque entendre chaque conversation s'interrompre net. Le chauffeur sortit en premier, grand, des gants blancs impeccables, une tenue parfaitement repassée. Il dit quelque chose à la passagère, puis recula et ouvrit la porte. Et elle apparut. Une femme, peut-être la soixantaine bien entamée, voire la septantaine. Belle, élégante, avec cette prestance naturelle que le temps ne fait qu'affiner. Elle portait un long manteau en laine bleu marine qui respirait la richesse. Pas accent grave l'œil. Pas prétentieux. Juste, authentique. Elle avait l'air d'être quelqu'un d'important, mais pas du genre à avoir besoin de le prouver. Elle ne se dirigea pas vers la porte d'entrée, comme tout le monde s'y attendait. Non. Elle se tourna vers le portail latéral, puis marcha directement vers le garage. Mika murmura. Elle vient ici ? Ila se leva lentement, se rapprochant de moi, incertaine entre la nervosité et l'excitation. La femme s'arrêta juste devant la porte du garage. J'ouvris la porte à moitié. Elle ne sembla pas gênée par le froid, ni par le courant d'air, ni par la vue de trois inconnus avec des assiettes en carton autour d'une table pliante. Au contraire, elle sourit. « Excusez-moi », dit-elle d'une voix douce et posée, comme si elle demandait son chemin dans une librairie. Je cherche le propriétaire de cette maison. Pendant un instant, je crus qu'elle parlait de Véronica. Peut-être une amie, une cliente, une collègue de Blake. Mais quelque chose me disait qu'elle connaissait déjà la réponse. J'avalai ma salive et répondis. Ce serait ma sœur. Elle est à l'intérieur. La femme pencha légèrement la tête. Et vous, vous êtes Callie. Callie Rivers. Elle fit un pas envers moi. Oui. C'est exactement vous que je suis venue voir.
Le garage était soudain parfaitement silencieux. Hila me serra la main encore plus fort. Mika se redressa, comme si son instinct lui disait de se tenir prêt, sans savoir s'il devait me défendre ou fuir. Je demandai prudemment. « Est-ce que je vous connais ?» Elle sourit de nouveau, mais cette fois, son sourire portait quelque chose de plus, quelque chose qui ressemblait à de la familiarité. « Je m'appelle Margot Ellington. Je suis la fondatrice de Women Forward. Nous organisons des programmes de mentorat et d'aide communautaire à travers tout l'État. Il y a environ 5 ans, vous avez fait du bénévolat dans l'un de nos refuges. Après ça, vous avez écrit une série d'articles de blog, bruts, honnêtes, magnifiquement écrits. » Mes yeux s'écarquillèrent. Je me souvenais de ça. C'était juste après avoir quitté mon mari. Je squattais le canapé d'une amie avec les enfants, je ramassais chaque centime que je pouvais. Le soir, je faisais du bénévolat dans un refuge pour femmes, juste pour me sentir à nouveau utile. J'avais écrit sur cette expérience, pas pour être remarquée, mais pour extérioriser ce que je vivais. Je l'avais publié sur un petit blog personnel avec, peut-être, une vingtaine de lecteurs. Je vous suis depuis ce moment-là, continua-t-elle. Vous avez cette capacité à faire sentir aux gens qu'ils existent, qu'ils comptent. Et nous avons plus que jamais besoin de ça aujourd'hui. Je n'arrivais pas à penser. Je la fixais, stupéfaite. Elle poursuivit, nous préparons une série de conférences pour notre sommet national au printemps prochain. J'aimerais que vous soyez notre intervenante d'ouverture. Nous prendrons tout en charge, voyage, hébergement, garde d'enfants si nécessaire. Et nous vous proposons aussi un contrat d'édition pour raconter votre histoire. Votre voix compte, Kelly. Et elle mérite d'être entendue. Je ne répondis pas tout de suite. Je sentais le poids de l'instant, la chaleur qui me montait au cou, l'incrédulité, cette partie de moi qui croyait encore qu'une femme comme elle ne pouvait pas être là pour une femme comme moi. Mika finit par briser le silence. « Attends, elle veut que tu parles ?» Hila se tourna vers moi, les yeux écarquillés, pleine d'espoir. « À cause de ce que tu écris ?» Margot les regarda tous les deux et dit. « Parce que votre maman est extraordinaire. » Et pour la première fois depuis longtemps, je le crus. Je jetai un coup d'œil vers la maison. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais je savais qu'ils regardaient. Je le sentais, la confusion, la tension, l'incrédulité, se propageant du salon jusqu'au garage. Ils m'avaient reléguée ici pour me garder petite, mais maintenant, une limousine était garée dans leur allée et une femme en manteau bleu marine était venue me demander. Je me tournai de nouveau vers Margot. Je hochai la tête. Oui. Ce serait un honneur. Et juste comme ça, tout commença à changer. Margot tendit la main, pas de manière théâtrale ou exagérée, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'offrait pas juste une opportunité. Elle offrait du respect. Du vrai. Gagné. Longtemps attendu. Je fis un pas en avant. Mes doigts se refermèrent sur les siens, et à cet instant, quelque chose en moi se redressa. Pas par fierté, mais par reconnaissance. Celle qui vient quand quelqu'un vous voit enfin pour qui vous êtes vraiment. Je vais prendre mon manteau, dis-je, presque essoufflé. Vous n'en aurez pas besoin, sourit-elle. On va bien s'occuper de vous. Mika attrapa nos restes et les serra contre lui comme un trésor. Hila glissa à nouveau sa main dans la mienne, ses yeux brillants comme si elle regardait un film, et réalisait que sa maman en était le personnage principal. Nous avons suivi Margot jusqu'à la limousine, l'air froid de novembre caressant nos visages comme un nouveau départ. Alors que nous montions dans la voiture, je jetai un dernier regard vers la maison. Et c'est là que je les vis. Les rideaux de la salle à manger étaient encore entr'ouverts juste assez pour révéler toute la scène. Véronica se tenait là, un verre de vin figé dans la main, la bouche légèrement entr'ouverte, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle voyait. Blake restait derrière elle, le bras pendant le long de son corps. Ma mère était assise au bout de la table, les yeux plissés, essayant de donner un sens à tout cela. Ils avaient l'air perdus. Pas en colère. Pas gênés. Juste stupéfaits. Comme si l'univers avait inversé le scénario et donné la lumière à celle qu'ils avaient toujours laissée dans l'ombre. La porte de la voiture se referma dans un léger bruit sourd, nous enfermant dans un monde qui, pour une fois, me semblait à moi. Les sièges étaient doux, chauds. Les lumières à l'intérieur tamisées et apaisantes. Margot parla au chauffeur à travers une petite vitre, puis se tourna de nouveau vers moi. Nous avons des réservations pour dîner en centre-ville. Je pensais qu'on pourrait discuter du sommet, du contrat, et du type de soutien dont vous aurez besoin dans les prochains mois. Je hochai la tête, encore un peu sous le choc. Waouh!
Oui, ça me va parfaitement. Il a chuchota. C'est ça, être célèbre? Je me mis à rire pas par arrogance, mais d'une joie si pure qu'elle déborda avant que je puisse la retenir. Non, ma chérie, dis-je. C'est ça, le respect. Mika était assis en face de nous, observant tout. Il ne disait pas grand-chose, mais il n'en avait pas besoin. La façon dont ses épaules se relâchèrent, la façon dont il semblait enfin fier plutôt que protecteur, ça suffisait. Alors que la limousine quittait l'allée, je jetai un dernier regard dans le rétroviseur. La maison semblait plus petite maintenant. Pas physiquement, mais symboliquement. Elle ne représentait plus quelque chose dont j'avais besoin. Je n'espérais plus avoir une place à cette table. Je ne me battais plus pour faire partie de ce monde. Je construisais désormais ma propre table. Une table où mes enfants ne se demanderaient jamais s'ils étaient les bienvenus. Le dîner, ce soir-là, ressemblait à un rêve. Nappe en tissu. Vraie vaisselle. Du pain chaud dans un panier. Et des serveurs qui m'appelaient « Madame », comme si je comptais. Mais la vraie magie n'était pas dans la nourriture ni dans le service. Elle était dans la conversation. Margot voulait connaître mon histoire, toute mon histoire. Elle écoutait. Pas pour répondre. Pas pour corriger. Mais pour comprendre. Elle prenait des notes quand je parlais des défis d'être mère célibataire, de la façon dont le monde vous fait sentir comme un échec juste parce que vous survivez. Elle hochait la tête quand je racontais comment je restais éveillée jusqu'à 2 heures du matin pour écrire des articles après avoir couché les enfants. Elle souriait quand je lui expliquais comment Ila m'aidait à colorier les offres d'emploi et comment Mika avait un jour tapé sur Google, comment payer le loyer sans argent, parce qu'il m'avait entendu pleurer dans la cuisine. On a besoin de votre voix, dit-elle encore. Les gens croient que l'inspiration vient des vies glamour et spectaculaires. Mais ce sont les combattants silencieux qui font preuve du plus grand courage. Ceux qui continuent d'avancer même quand personne ne regarde. Quand l'addition arriva, elle fit un geste pour l'écarter. Vous avez déjà assez payé. Laissez-nous prendre le relais. Le trajet de retour se fit dans le silence. Pas parce qu'on n'avait rien à se dire, mais parce que la paix ne fait pas beaucoup de bruit. Cette nuit-là, en bordant Ila, juste avant d'éteindre sa lumière, elle me dit. Je suis contente qu'il nous ait mis dans le garage. Je clignai des yeux. Tu le laisses? Elle hocha la tête. Oui. Parce que sinon, la limousine n'aurait pas su où nous trouver. Je restais figée. Elle avait raison. Parfois, on te repousse vers les marges pour que tu puisses trouver le chemin qui t'est destiné. Ou pour que ce chemin te trouve. Je l'embrassai sur le front. Tu es tellement intelligente. Ça vient de maman, répondit-elle avec un sourire. Et à cet instant, je compris enfin, ce jour-là, il ne m'avait pas brisé. Il m'avait révélé. Cela fait presque 1 an depuis ce Thanksgiving, et d'une certaine manière, j'essaie encore de rattraper la femme que je suis devenue ce jour-là, dans ce garage. Certaines choses ont changé très vite, comme les emails et les appels qui ont commencé à affluer après que l'équipe de Margot m'a annoncée comme conférencière d'ouverture pour leur sommet. Comme ce contrat d'édition qui est arrivé dans ma boîte mail, avec pour objet, votre voix compte. Comme la façon dont les gens ont soudainement commencé à se souvenir de mon nom, non plus comme étant la sœur de Véronica ou la fille d'Hélène, mais simplement Cali. Mais d'autres changements furent plus discrets. Ceux qui se produisent dans l'espace entre 2 battements de cœur, quand on arrête de s'excuser d'être soi-même. Quand on cesse de se rétrécir pour que les autres se sentent à l'aise. Quand on comprend enfin que notre histoire n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour être racontée. La conférence d'ouverture était terrifiante et magnifique à la fois. Je me suis tenue sur scène, devant des centaines de femmes, des PDG, des enseignantes, des mères célibataires, des étudiantes, et j'ai dit la vérité. Sur le garage. Sur mes enfants. Sur ces années passées à essayer d'être assez petite pour rentrer dans une famille qui n'allait jamais m'ouvrir les bras. J'ai vu des inconnus pleurer. Je les ai vus hocher la tête. J'ai vu des femmes faire la queue après, juste pour me dire. Merci. C'était moi. Et, à cet instant, je me suis sentie plus chez moi que je ne l'avais jamais été avec ma propre famille. Le livre est sorti quelques mois plus tard. Nous l'avons intitulé « Plus que des miettes ». J'ai pleuré en voyant la couverture, mon nom, écrit en gros caractères. Pas enfoui dans une petite ligne, pas caché derrière celui de quelqu'un d'autre. Mon nom. Mes mots. Ma valeur. L'argent n'a pas changé ma vie, mais la reconnaissance, elle, l'a fait. Mika s'est mis à écrire lui aussi. Il tient un journal maintenant,
et la semaine dernière, il m'a lu un poème qu'il a écrit, intitulé « Les chaises ne font pas la table ». Il ne parle plus vraiment de ce Thanksgiving, mais je sais que cela a laissé une trace. Et je crois qu'il apprend à transformer cette cicatrice en quelque chose de beau. Ila est toujours Ila, curieuse, douce, attentive. Elle m'a demandé si on pouvait organiser Thanksgiving cette année. Juste nous, et quelques amis, a-t-elle dit. Pas de chaises pliantes. Juste des canapés, des coussins et de la bonne nourriture. Alors c'est ce qu'on a fait. Le salon était trop petit pour que tout le monde soit assis en même temps, mais personne ne s'en souciait. Les gens mangeaient sur leurs genoux, par terre, en riant, en partageant, en reprenant 2 fois. Il y avait des bougies, de la musique et de l'amour. Du vrai. Enveloppant tout le monde comme une couverture douce. Personne n'a demandé pourquoi nous n'étions pas chez Véronica. Et je n'ai pas expliqué. Ma mère a envoyé un message ce matin-là. 2 lignes seulement. J'espère que tu vas bien. Tu me manques, parfois. Je suis restée à le regarder un moment avant de répondre. Nous allons bien. J'espère que toi aussi. Pas de colère. Pas d'amertume. Juste, la paix. Parce que voilà ce que j'ai appris depuis ce jour dans le garage. Tu peux gaspiller des années à essayer de gagner l'amour de gens qui ne savent tout simplement pas comment aimer. Ou, tu peux te donner cet amour à toi-même. Et regarder comment cela change tout. Il y a une force immense dans le fait de partir. Il y a une puissance énorme dans le fait de construire sa propre table. Et parfois, au moment où tu t'y attends le moins, le monde arrive avec une limousine pour te rappeler que, ce n'est pas parce qu'il ne voyait pas ta valeur, qu'elle n'était pas là. Elle l'était. Elle l'a toujours été. Et peut-être que, être envoyé dans le garage n'était pas l'insulte que je croyais. Peut-être que c'était, le projecteur que je ne savais pas que je méritais. Si cette histoire a résonné en toi, si un jour tu t'es senti petit, invisible, ou pas assez bien, je veux que tu saches ceci. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Nous méritons tous une place à la table. Mais si eux ne te laissent pas de place, construis la tienne. Et crois-moi, les bonnes personnes viendront.